Bonjour, moi c'est Audrey. Bonjour, moi c'est Laure. Combien de fois avez-vous pensé « j'en ai marre de mon job » ? Combien de fois l'avez-vous dit ? Nous, on l'a entendu plein de fois. Ce qu'on vous propose, c'est d'écouter ces personnes qui ont franchi le cap, celles et ceux qui ont entamé une reconversion professionnelle. Pourquoi ? Comment ? Combien ? C'est ce qu'on a voulu savoir. Ici, vous entendrez des histoires de reconversion. Bonne écoute. Salut les jambons, c'est Brian. À 27 ans, j'en ai eu marre, j'ai décidé de changer d'orientation pro. J'étais concepteur-rédacteur en agence et aujourd'hui je suis boucher. Et voilà, c'est le kiff. Bonjour les jambons, moi c'est Thomas et à 30 ans j'en ai eu marre, j'ai décidé de changer d'orientation pro. Avant j'étais responsable marketing digital dans une grosse boîte et aujourd'hui je suis boucher. Bonjour Brian, bonjour Thomas. Bonjour. On est très content de vous recevoir aujourd'hui sur notre podcast J'en ai marre, histoire de reconversion. Très content d'être là. Ravi. Bonjour les garçons. Alors aujourd'hui, l'idée c'est de retracer un petit peu votre parcours et de savoir comment vous êtes devenu boucher. Et avant de ça, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on remonte le temps et on aimerait bien savoir si l'un, l'autre, vous aviez des rêves d'enfant. Est-ce que c'était quelque chose que vous portiez en vous déjà depuis petit ? Moi non, aucun rêve d'enfant me menait à la boucherie. Rien. T'avais quand même, je sais pas, tu voulais être pompier, médecin ou rien ? Moi je voulais être pilote d'avion de chasse. On est loin de la boucherie. C'était mon rêve, on est loin de la boucherie. Ouais. Ah, il est marié à un avion de chasse donc ça va. C'est ma sœur. Non, alors pour moi, oui, il y avait un rêve de gosse. Quand j'étais sur les bancs de l'école, il y avait cette fiche de renseignement où je disais à chaque fois que je voulais être soit écrivain, soit boucher. Bon, pour le coup, j'étais concepteur-rédacteur dans mon ancien métier, donc avant la reconversion. Donc j'ai un petit peu écrit, donc pas un bouquin personnel, mais j'ai écrit malgré tout. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être boucher, donc professionnellement parlant, j'ai réalisé mes deux rêves. Et pourquoi boucher ? Il y avait personne dans l'entourage qui était boucher, ça venait d'où ? T'as une idée ? Bon, dans la famille quand même, il y a pas mal de gourmands. En plus de ça, moi j'ai toujours une attirance pour, je sais pas si on peut parler comme ça, mais la matière viande. Il y en a qui sont faits pour le bois, il y en a qui sont faits pour la ferronnerie. Moi c'était plutôt l'hémoglobine et la matière viande. Donc j'ai toujours une attirance pour ça et voilà. Quand je rentrais dans une boucherie, j'ouvrais pas la bouche une seule fois parce que j'étais timide, mais ça me faisait rêver. J'avais les yeux qui brillaient. Ok, et du coup, comment t'as choisi tes études ? T'as étudié les métiers de bouche, c'est ça ? Ou rien à voir ? En fait, au début, nous, on est dans une famille où il y a des médecins, des instituteurs, enfin, que des métiers avec quand même un gros bagage d'études. Je pense pas qu'il y ait un moins de bac plus 5 dans mes ancêtres. Et en fait, naturellement, on m'a poussé vers les études, parfois contre mon plein gré, on va dire. Mais malgré tout, j'ai suivi la route de la famille. Et ça m'a mené vers un master en communication et j'ai exercé le métier donc au travers de conception rédaction donc la communication, mais c'était pas ce à quoi j'aspirais. Je suis plus un manuel. Et dès que j'avais du temps libre, c'était plutôt j'allais bricoler des trucs, me servir de mes mains parce qu'au final j'en avais assez de me servir de mon cerveau. Bon, après, on se sert de notre cerveau aussi en boucherie, et surtout dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, je voulais utiliser mes mains pour façonner ou transformer quelque chose. Donc du coup, un choix d'études un peu forcé, entre guillemets, ou poussé Alors, forcé peut-être un petit peu pour me pousser à apprendre, à être curieux et à faire des efforts même quand ça me plaît pas. Et je pense que ça, je peux remercier la famille là-dessus parce que effectivement, il faut faire des efforts même quand on n'aime pas à 100% ce qu'on fait. Ça permet de comprendre même ce en quoi on n'a pas forcément des facilités. Et aujourd'hui, en fait, le cursus scolaire, je dis aussi bien pour Thomas, parce que lui, pareil, il a fait des longues études. Ça nous sert énormément dans notre métier de tous les jours. Plus que les études, c'est surtout nos parcours professionnels et nos expériences qui nous aident énormément aujourd'hui. On sert de tout ce qu'on a pu voir, que ce soit la communication, le digital, gérer les budgets. C'est tout ce qu'on fait aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, même si on travaille de la viande tous les jours. Ok, donc toi, t'étais loin de la boucherie initialement. Moi, rien à voir. Comment t'as choisi tes études ? Moi, c'est schéma expatrié, donc lycée français à l'étranger. Puis après, comme tout le monde, c'est-à-dire école de commerce. J'ai fait une école au Canada. Je commençais à travailler.
dans la finance, ça m'a pas spécialement plu, donc j'ai repris des études et là, je suis rentré en France où j'ai fait une école de commerce à Montpellier et j'ai enchaîné plutôt dans la communication digitale, dans le monde du luxe et de l'art. J'ai commencé en agence où là c'était marrant, on voyait plein de choses différentes, la culture était sympa et après j'ai essayé de rentrer chez l'annonceur. Et là, c'était un peu plus compliqué pour moi. Tout ce qui est hiérarchie et politique, ça m'allait pas. C'était pas nécessairement la boucherie, moi, qui m'attirait au départ, c'était plus la cuisine. Et donc, j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient. J'ai 2 enfants, compliqué les horaires. Et je me suis lancé, ayant grandi aux États-Unis, où le barbecue, le travail de la viande, c'était quelque chose qu'on faisait souvent et que j'aimais beaucoup. Et après, il y avait tout le côté charcuterie, où je faisais des pâtés croûtes toutes les semaines et je m'éclatais là-dessus et donc j'ai regardé un peu ce qui se faisait en termes de reconversion dans ces milieux-là et il y a eu l'école, l'ENSMV, une école qui est dédiée à la reconversion dans la boucherie. On était devant un barbecue avec Brianne. Moi, je sais que la reconversion seule, le projet de se relancer seul, ça aurait été compliqué. Et j'avais Brianne avec moi, qui lui aussi se cherchait un petit peu à ce moment-là. Et lui, quand je lui ai annoncé que je voulais chercher quelque chose dans la boucherie, il m'a fait « Mais non, moi c'est un rêve de gosse et tout ». Et c'est parti de là. Ah oui, donc il y avait quand même eu la réflexion chacun de votre côté avant de vous rendre compte que finalement vous aviez un peu la même idée. En fait, on a été vraiment... Il y a eu toute une vague, je pense que c'était les Covid, passage à vide. On a réalisé, en fait, avec le télétravail, que ce qu'on aimait dans notre taf, c'était les collègues. Et là, Covid, plus de collègues, à part en visio, mais ça compte pas. Et on s'est dit, allez, c'est le moment ou jamais. On se lance, on tente, au pire, on n'aime pas. On retourne dans notre boulot, c'est pas comme si on perdait les études en quittant le boulot pendant 6 mois. Donc on a tenté. Donc on est en 2020 et vous aviez quel âge là respectivement ? 2020, 2021, moi je me suis lancé, j'avais 30 ans. Je devais avoir 27. Ok, et tout ça avec en fait une vie de famille déjà établie, en tout cas pour toi, ouais. Thomas ? J'avais un enfant déjà et on attendait le deuxième. Et comment on décide de mettre ça en route ? Ok, je comprends que... ça se décide pas tout seul. Ouais. C'est-à-dire que c'est un couple, c'est une famille, donc le projet, ça s'est fait à 2. Et voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui me soutient à 200 000%. Et donc ça m'a facilité cette reconversion. J'ai pu me lancer sans me poser trop de questions. Du coup, on a entendu que Thomas, toi, ton déclic, c'était plutôt arriver dans la grande entreprise où là, tu te sentais pas trop à ta place. Toi, Brianne, qu'est-ce qui a fait dans des postes que tu as eu envie de passer à autre chose ? Moi, on m'a caractérisé une fois instable. Donc instable au niveau du travail. Je suis passé d'entreprise CDI. J'ai fait intermittent du spectacle pendant un court moment. Et à ce moment-là, j'étais auto-entrepreneur. Dans cette start-up, ça se passait pas hyper bien. Covid, pas de rencontre d'investisseurs. Enfin bref, ça capotait. Et je me suis vraiment dit, il y a rien qui me retient. J'en ai rêvé petit. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, j'en rêve pas encore. Donc on a lancé. C'est le boulot que tu as tenu pendant plus longtemps, non ? Absolument, Thomas, c'est un... faut quand même repositionner. T'étais quand même dans le truc. Là, aujourd'hui, t'es dans le pur concret. À l'époque, c'était quoi les paris en ligne sur les e-sports ? Ouais, en fait, on devait lancer un site de paris e-sportif. Aujourd'hui, le pari sportif, beaucoup de personnes y jouent. Le e-sport, aujourd'hui, a pris une place énorme dans la scène internationale. Et il y a un potentiel énorme sur le pari e-sport en France. Et donc, voilà, la start-up dans laquelle j'étais à l'époque devait lancer une plateforme de paris sportifs. En plus, tu travaillais en total remote, non, de chez toi, t'étais pas avec tes collègues, non ? Alors, oui et non, c'était le confinement. Donc j'ai eu une grosse partie à la maison, j'ai eu une partie dans un appartement parisien, les uns sur les autres. Enfin vraiment en mode start-up, plus start que up. Et donc oui, on a créé des liens, des tensions, mais bon voilà. L'expérience s'est mal terminée, donc voilà. J'ai enchaîné sur la boucherie, un coup de coup près, et on est passé à autre chose. Ok, donc 2020, projet de reconversion qui commence à se concrétiser. Donc toi, Thomas, de ton côté, tu avais regardé déjà les formations, ce que tu disais. Ouais. Et concrètement, comment ça se passe pour un financement d'une formation ? Vous êtes
partis tous les deux, vous avez démissionné, vous êtes partis avec quelque chose. Comment on finance ça ? Moi, c'était un peu compliqué de partir là où j'étais, ils voulaient pas me laisser partir. Donc à l'époque, j'ai pu faire un abandon de poste pour pouvoir ensuite toucher le chômage. Pour ce qui est formation, en tout cas dans la reconversion à boucherie, il y a une OPCO. Et en gros, c'est en apprentissage. Donc c'est l'OPCO qui gère la majorité des charges de la formation. Et derrière, il y a la boucherie pour qui on travaille aussi. D'accord. Et c'est une formation qui dure combien de temps ? On est sur 1 an de formation. C'est sur un rythme où tu commences, tu es 6 semaines à l'école. Où là, tu vois toutes les bases, tu commences à travailler la viande pour que quand tu arrives dans la boucherie, tu saches déjà faire quelque chose. Et après, tu es 7 semaines en boucherie et 1 semaine en cours. Donc tu es dans le concret. Et c'est sanctionné par un diplôme, il y a un examen, il y a quelque chose. Ouais, il y a un examen, le diplôme c'est un CQP, donc c'est reconnu par le milieu de la boucherie. C'est pas un CAP, c'est pas reconnu par l'État, donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a passé notre CQP et en candidat libre on a passé le CAP aussi pour avoir les 2 diplômes. Et du coup, j'imagine que par rapport au job dans la grande entreprise, c'était quand même pas la même rémunération. Comment t'as financé, comment t'as fait pour vivre avec cette baisse de rémunération? T'avais des économies peut-être? Est-ce qu'il faut aimer les patates? Ouais, après c'est pas facile, mais on s'adapte. Au final, on a la chance d'être dans un pays où tu touches quand même le chômage. Cocorico. Voilà. Plus grand financeur d'entrepreneurs. Et ça aide quand même énormément. Donc moi, je touchais un salaire en tant qu'apprenti et derrière, j'avais les ARE pour compléter mon salaire, pour toucher la totalité de mon chômage. L'ARE, je crois que c'est un dispositif qui aide les entrepreneurs où il y a une réduction de charges, c'est ça, pendant la première année? En fait, c'est l'aide de retour à l'emploi. Moi, je touchais X euros de salaire en tant qu'apprenti et l'ARE, en fait, complétait cette somme-là pour que j'atteigne en fait le montant global de mon chômage. Ouais, allocation chômage. Exactement. Et dans la chronologie, par contre, si je ne me trompe pas, c'est Brian qui s'est lancé d'abord, c'est ça? Ouais, en fait, j'avais beaucoup moins d'attaches que lui. En auto-entrepreneur, j'étais libre. Donc, 1 semaine après notre discussion, en fait, je lui ai dit j'y vais en éclaireur. J'ai trouvé une entreprise très rapidement parce que c'est le plein emploi en boucherie. Et j'ai essayé. Il y avait une rentrée scolaire à ce moment-là dans l'école, le NSMV, qui est à Porte Dorée. Et du coup, j'ai enclenché et je suis parti voir comment ça se passait de ce côté-là. Et Thomas m'a rejoint à peu près 6 mois après. Ouais, toi, t'as fait la rentrée de janvier. Ouais. Et moi, j'ai commencé en septembre. Et vous aviez déjà l'idée derrière de vous installer ensemble? C'est sûr que quand on a déjà un background, quand on a déjà une expérience avant, on veut pas forcément être simple boucher technicien. On a un peu les dents longues et on veut potentiellement ouvrir notre boucherie ou faire partie d'un groupe et avoir des responsabilités dans la filière. Parce que déjà il y a un gap salarial. Et puis le métier de boucher, je vais pas du tout dire qu'on en fait vite le tour, mais il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes aussi dans la partie gestion d'un commerce qu'un boucher qualifié ne touche pas en fait. Et nous, ce qui nous intéressait avec Thomas, c'était la partie aussi entrepreneuriat. Donc voilà, oui, nous on avait un projet, c'était d'ouvrir à terme une boucherie, ensemble ou pas. Le fait est qu'on l'a fait ensemble et j'en suis ravi. La petite histoire, c'est que la boucherie qu'on a ouverte à Saint-Maur, donc la boucherie Les Garçons, on l'avait repérée avant même la reconversion. En fait, on s'était dit avec Thomas qu'on allait poser des questions à des bouchers pour savoir comment ça se passait en fait les formations en boucherie. Et on était allé toquer à la porte du Parfait Gigot, ça s'appelait comme ça à l'époque, tenu par Michel. On avait posé des premières questions et on nous avait plutôt bien reçus et dit que il y avait du travail, que c'était pas une mauvaise idée. Enfin voilà, on nous avait plutôt soutenus et on avait gardé un contact. Et c'était quoi le profil de Michel? Il était fin de carrière, il cédait sa boucherie ou rien à voir? Boucher depuis toujours. Ça faisait 30 ans qu'il était installé là et au départ quand on est allé le voir il pensait pas céder sa boucherie. Il disait qu'il n'était pas à la recherche d'acheteurs ou quoi que ce soit. Et il y a eu le Covid qui est passé par là. Quelques problèmes de santé aussi ne l'ont pas aidé et il a été en liquidation judiciaire. D'accord. Donc concrètement, comment on fait pour ouvrir une boucherie? Pour ouvrir une boucherie, il faut avoir un diplôme qui est reconnu par l'État déjà ou avoir 3 ans d'expérience en tant que boucher. Et après, il faut trouver un fonds de commerce, trouver une banque qui suit notre projet, trouver un financement pour pouvoir financer le prêt aussi. Et derrière, une fois que ça c'est fait, il y a aussi la structure à monter,
structure d'une entreprise, ça on n'y pense pas tout de suite. Donc tout de suite s'entourer de personnes qui s'y connaissent, un expert comptable. Nous on a eu de la chance d'avoir quelqu'un aussi qui suit le projet depuis le début, qui nous a aidé sur tout le côté administratif qu'on ne connaissait pas, on n'avait aucune idée de tout ce qu'il fallait faire. Et ensuite, une fois que tout est fait, qu'on a un prêt, qu'on a acheté un fonds de commerce, qu'on a le matériel, il faut aussi avoir tout le réseau d'éleveurs qu'on a eu la chance d'accumuler à travers nos expériences respectives avec Brian. Tous les deux dans 2 boucheries différentes, travailler direct éleveur, les animaux entiers, et c'était comme ça qu'on voulait travailler aussi. Donc on a pu se faire un petit agenda d'éleveurs et aller les voir avant d'ouvrir pour voir s'ils étaient intéressés de travailler avec nous, pour derrière avoir les animaux qu'il faut pour ouvrir la boucherie, les éleveurs, les abattoirs ensuite. Parce que nous, c'était important d'avoir des abattoirs qui se trouvent proches de nos éleveurs et surtout qui travaillent correctement. Respect animal total. Et ensuite, transporteurs. Parce que il faut amener ces animaux à Paris. Nous, on ne travaille pas avec Rungis, on ne va pas chercher nos carcasses sur Rungis, on travaille vraiment en direct éleveur. Et donc, il y a toute une logistique aussi derrière à construire. Et combien de temps après, du coup, que vous soyez lancé dans la reconversion, arrive ce projet d'ouverture de commerce ? Il me semble que c'est finalement assez rapide. 2 ans et demi. Ouais, donc moi j'arrivais à 3 ans et Thomas,2 ans et demi. Donc c'est quoi, entre le début de la formation et l'ouverture ? Ouais. C'est ça ? En gros, moi j'ai fait 1 an d'études, donc 1 an de CQP en alternance, et ensuite j'ai travaillé 1 an et demi en CDI dans ma boucherie. C'est facile en fait, c'est 2020 reconversion et 2023 ouverture. Donc on a eu 3 ans, à quelques mois près, 3 ans. Et la phase où vous avez étudié le projet, c'était une phase que vous avez fait en parallèle, c'est ça, de travail ? Toi, t'étais en CDI à ce moment-là ? Ouais. Ok. Ouais, c'était en parallèle, mais Covid, donc chez moi, je faisais mes recherches en même temps. Et c'est compliqué d'ouvrir une boucherie. Je reviens là-dessus parce qu'en fait, quand j'entends qu'il faut un expert comptable, il faut créer sa structure juridique, vous avez été accompagné. Moi, je l'aurais pas fait tout seul. En fait, je pense que le fait d'entreprendre, c'est compliqué. Le fait d'entreprendre en France ou ailleurs, en France, il y a pas mal de lourdeurs administratives, mais je pense qu'on n'est pas les moins bien lotis non plus. Il y a plein de choses auxquelles on pense pas. Naturellement, nous, en tant que bouchers, on était plus sur la recherche des éleveurs, etc. et toute la partie vraiment opérationnelle. La partie administrative est colossale. Même si on a été bien accompagné, on a fait quelques erreurs en termes de statut, etc. Maintenant on sait. On apprend. De toute façon, tant qu'on n'est pas dedans, on connaît pas. Oui, parce que finalement, même toi, en école de commerce, t'avais pas spécialement eu de module sur l'entrepreneuriat. J'en ai fait, mais... C'était pas assez concret, c'est pas assez concret, puis t'oublies au final parce que j'ai pas continué là-dedans et j'ai fait d'autres choses et entre-temps j'ai appris d'autres choses. Et donc si tu ne lis pas, à part chercher à droite et à gauche et que tu te lances sans avoir les bonnes personnes autour de toi, tu vas tout droit dans un mur. Donc c'est hyper important de s'instruire, de lire, d'avoir des gens qui s'y connaissent, de mettre un peu les moyens pour construire quelque chose de solide au départ. Parce que tu peux très vite te retrouver dans une situation où en fait t'es en totale illégalité d'ouvrir quelque chose. Et puis les lois changent aussi. Il faut quelqu'un qui s'y connaisse et qui soit à jour. Aujourd'hui, si les juristes, les experts comptables, etc. ont une légitimité, c'est parce qu'ils se tiennent à jour et qu'ils sont au courant des dernières lois. Ils font de la veille. Nous, nos études, elles remontaient à 5 à 10 ans. Clairement, il y a plein de choses qui étaient vraies autrefois qui ne l'étaient plus du tout au moment où on a lancé l'entreprise. Et du coup, vous vous lancez donc avec l'aide d'un expert comptable et au départ, c'est tous les deux seulement, pas d'employés Au départ, ouais, c'est ça, tous les deux. On a vite eu un apprenti qui est arrivé mi-octobre, mais qui est comme nous reconverti, donc qui ne connaissait pas le milieu de la boucherie au départ, qui ne savait pas grand-chose en fait. Et ce qui est compliqué, c'est on est deux, donc il y a une boîte à gérer, des clients, et en même temps, il faut que tu donnes du temps pour apprendre à cette personne le métier. C'était compliqué au départ, mais aujourd'hui, on arrive, on était deux, et aujourd'hui, nous comptant tous les deux, on est 10. Oui, c'est ça, et très rapidement, du coup, la boucherie grandit et accueille même, je sais pas combien de temps après, c'est ça, la petite sœur. 1 an après, exact, un peu plus, 1 an et 1 mois après. 1 an et 1 mois après. Après, il y a quelque chose aussi, quand on veut ouvrir un commerce, qui est hyper important, c'est l'emplacement. On nous le répète beaucoup et
on n'appuie forcément pas assez dessus. Un bon emplacement pour un commerce, c'est 70% du boulot en termes de prospection, dans le sens où vous pouvez faire les meilleurs produits du monde. Si vous êtes, sans mauvais jeu de mots, dans le trou du cul de la vache, personne viendra vous acheter les meilleurs produits du monde parce que vous êtes invisible. Donc vous avez bénéficié finalement de la clientèle que Michel avait constituée. Et quand vous dites vous avez ouvert la petite sœur, c'est-à-dire vous avez ouvert un second emplacement ? Ouais, en fait, on a ouvert la boucherie en septembre 2023 et on avait un four derrière, on faisait des plats du jour, on faisait de la charcuterie, mais c'était très petit. La boutique, l'espace de vente, ça fait 20 mètres carrés. On n'avait pas de labo, donc on s'est très vite retrouvé à l'étroit et en fait on avait une demande sur ces plats préparés, sur la charcuterie qui commençait à être importante et donc on cherchait un espace pour avoir un labo, avoir une cuisine et pouvoir faire tout ça. Et sachant aussi que toi c'est un peu ton... c'était mon dada, donc moi j'étais content et en fait il y a un fleuriste à une boutique de chez nous qui se libérait et au sous-sol il avait 60 mètres carrés d'espace qu'on pouvait transformer en cuisine. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ça venait aussi avec un espace de vente, donc on a dû aussi ouvrir une deuxième boutique. Et donc la petite sœur, elle s'appelle vraiment la petite sœur des garçons. C'est charcuterie traiteur où on va travailler toute la viande de la boucherie. Le but étant de valoriser les carcasses et faire du zéro gâchis sur tous les animaux qu'on travaille. Et là on va faire toute la fabrication des terrines, la charcuterie, on fait même le jambon, le boudin, tout ce qui est plat du jour, des friands. On s'amuse un petit peu sur plein de produits un peu marrants. Des saucisses bizarres, des saucisses au Big Mac, des saucisses cocktails pour les grands qui reprennent des marquants cocktails avec de l'alcool. Non, on se marre bien. Hein. Mais donc oui, finalement, ouvrir la deuxième boutique, c'était pas spécialement un projet initial, c'est un peu l'opportunité qui a... C'est l'opportunité, comme le dirait Brian, c'est l'opportunité qui fait le lardon. Bravo. On connaît bien les jeux de mots de Brian qui voulait être écrivain. Tu souris, on ne sait pas si c'est un sourire de fierté sur cette blague, un peu d'embarras ou... Non, mais je suis très fier de toutes mes blagues. Je suis boucher, mais pas que. Je suis aussi blagueur. Absolument, on fait des farces. On rigole bien. Et donc aujourd'hui, comment vous vous organisez C'est plutôt Thomas dans la charcuterie parce qu'effectivement c'est plus le côté cuisine et du coup vous avez un peu chacun votre boutique et votre périmètre. Non, on évite d'être chacun dans sa boutique parce que c'est un projet commun. On a tous les deux ouvert la boucherie, on a tous les deux ouvert la charcuterie. Brian aussi est très cuisine et c'est lui d'ailleurs qui faisait la cuisine, tout ce qui était plat du jour à la boucherie avant. Donc non, le but c'est que tout le monde participe sur les deux boutiques. Surtout qu'on a deux équipes différentes, donc il faut qu'ils nous voient aussi tous les deux, qu'on ait nos relations avec nos employés. Et voilà, on essaie de créer une famille qui aime travailler avec nous, qui nous connaissent tous les deux. On a tous les deux nos savoir-faire, tous les deux nos défauts. On se complète vraiment bien. Donc c'est important qu'on passe du temps dans les deux boutiques. Passer du monde de la grande entreprise à la boucherie, c'est un peu grand écart, mais est-ce qu'il y a des compétences que vous aviez acquises pendant vos expériences pro perso, et là dont vous servez aujourd'hui ? J'ai bien compris qu'il y a des choses que vous avez transposées, mais plus précisément. Alors oui, forcément, ça va nous permettre de temps en temps d'avoir une compréhension plus grande de certaines choses, que ce soit en management, que ce soit en comptabilité, que ce soit en communication forcément, et dans la sphère digitale de la communication notamment. Ça nous permet de faire du coup un paquet d'économies sur beaucoup de sujets, et aujourd'hui on est à 100% derrière notre communication. Ça vient de nous, on produit nos visuels, on produit tout à 360 degrés. Et voilà, sur la partie management, Thomas il avait déjà une équipe, moi je faisais partie d'un studio de création, donc voilà, on a appris à travailler en équipe, donc voilà, il y a forcément une expérience qui nous sert aujourd'hui. On a aussi plus de diplomatie qu'un boucher pure souche qui est sorti du CAP et qui a fait que de la boucherie derrière. Voilà, il y a une sphère du monde de l'entreprise qui nous sert aujourd'hui et qui nous permet aussi d'avoir une compréhension de notre clientèle. En fait, on a pas mal de clients qui font partie du monde de l'entreprise et aujourd'hui, en fait, leur langage, on le comprend et ça nous permet d'avoir un vrai dialogue et de pouvoir échanger avec eux sans souci. Ça crée même des vocations, hein. Il y a plein de
on a plein de clients qui disent exactement comme votre sujet, hein, j'en ai marre, je cherche ma reconversion, il y en a plein qui n'ont pas encore trouvé, mais sans nous jeter des fleurs, on pourrait être un sujet d'inspiration sur la reconversion à ce niveau-là. Pour certains de nos clients. Oui, puis alors vous êtes pour le coup presque le cliché de la reconversion. Quand au site, il y a des reconversions beaucoup moins spectaculaires. Ouais, c'est ça. Où, effectivement, moi je sais passer du marketing à la boucherie, c'est on n'aime pas écart. faire les choses à moitié, nous. Thomas, il dit, il aime bien revisiter les expressions françaises. Ça, c'est son côté américain. Il dit, on a fait un virage à 360 degrés. Pas tout à fait, je dirais. Voilà, donc oui, on a fait un bon virage et pour l'instant il est bien amorcé, donc on continue et on développe l'entreprise tout en s'amusant. Parce que c'est le but du jeu, on s'est reconverti par passion et pour s'amuser plus que autrefois. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est de continuer à avoir le sourire en allant au boulot, ne pas avoir du mal à aller au boulot comme avant. On joue en plus à domicile, on est à moins de 10 minutes de notre boulot à pied et ça c'est un confort de vie qui est extrêmement satisfaisant, surtout quand on a pas mal d'horaires. Non, pour l'instant il n'y a que du positif. Ouais, justement, qu'est-ce que ça vous apporte de plus que votre métier d'avant ? On se lève plus tôt qu'avant, on rentre du travail à peu près aux mêmes horaires. Sauf qu'aujourd'hui, on travaille pour nous. Les jeux de mots que je fais, ils sont pour nous. Ils sont plus pour une marque où je me reconnais pas forcément dans les valeurs. Aujourd'hui, on travaille nos valeurs, les producteurs qu'on aime. On travaille avec des salariés qu'on apprécie. J'apprécie Thomas, je travaille avec lui. Voilà. En fait, on fait des choix qui sont les nôtres. Et c'est un bonheur parce que quand on fait quelque chose qu'on aime moins, il y a que à nous qu'on peut en vouloir. Et on est hyper satisfait quand il y a quelque chose qui se passe bien. Donc l'implication qu'on a au boulot est hyper gratifiante, puisque derrière, il y a un retour sur investissement moral qui est hyper appréciable. Puis tu as aussi un retour direct du client. C'est important, tu fais un truc, tu te donnes, et puis le plus gratifiant, c'est quand tu as quelqu'un qui vient te voir et fait « Waouh, ça c'était trop bien ». Mais aussi quand c'est moins bien, qui n'ait pas peur de nous le dire, c'est la première chose qu'on leur dit. Quand ils nous font « Ah, il faut dire quand c'est bien », on leur dit « Bah, il faut nous dire aussi quand c'est moins bien, parce que ça nous permet de nous adapter et d'avoir cette conversation, c'est hyper important. Et puis ça permet de créer des liens aussi avec eux, de fidéliser. Et donc, non, ça c'est un quotidien où tu n'es plus derrière un bureau, t'es dans le concret, tu vois des gens, quoi. Ça c'est hyper gratifiant. Je prends plus les transports en commun. C'est incroyable. Je mets 3 minutes à pied au lieu d'1 heure et demie tous les matins. Ça change, hein, même si t'es à la boutique à 6 heures, t'as marché, t'as la banane devant, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu vas faire. J'ai un truc que j'ai envie de faire, je vais le faire, je vais pas me poser la question. Et puis, c'est ce qu'on dit quand on est dans nos boutiques, tout ce qui est dans nos vitrines, c'est des choses qu'on aime. Si on n'aime pas, on le mettra pas. Et quand vous regardez maintenant dans le rétroviseur, est-ce que vous dites que cette reconversion, ça a été compliqué, ça a été douloureux, pénible ou parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même cette réussite qui est là et cette satisfaction, mais le chemin pour y arriver, il était comment ? Je sais pas, moi j'ai pas de rétroviseur, je regarde pas en arrière. En fait, pour nous, ça a été, on va dire que Thomas et moi, en fait, comme on a tout de suite apprécié le métier, ça a été super chouette. L'expérience, elle est géniale. Là où ça a été plus dur, c'est peut-être pour nos familles. Quand on passe d'un CDI en bureau à un commerçant, donc déjà on va bosser le week-end. Le week-end en moins, c'est hyper dur pour les familles, surtout quand il y a des enfants. Donc voilà, nous on a aménagé nos week-ends pour ne travailler qu'un seul jour du week-end, mais ça reste un seul jour du week-end. On a une amplitude horaire qui est parfois changeante, qui varie, etc. et qui est surtout qui compte beaucoup d'heures. Donc voilà, la disponibilité auprès de nos familles, même si on essaye de modérer tout ça et de trouver un équilibre, c'est pas évident pour eux. Après, ils nous voient heureux, ils voient que ça marche, ils nous soutiennent, ils se disent que ça ne peut que évoluer en bien. Dans le sens où plus ça va aller, plus on va développer, plus on va avoir de la disponibilité. L'exemple même, hein, on a commencé, on était à 90 heures par semaine au boulot, et plus le boulot à la maison sur le côté administratif, etc. Aujourd'hui, on doit être à environ 60 heures.
On a déjà gagné 30 heures par semaine, ce qui est pas du luxe. Et c'est qu'un début, ça fait 1 an et demi, donc voilà, ça ne peut que progresser en bien. Donc t'as pas de rétro, Thomas, mais... En fait, il y a pas. Je suis d'accord avec Brian. C'est-à-dire que j'ai pas de regard en arrière. Moi, j'ai pas de questions. Tout s'est bien passé. Je m'éclate aujourd'hui. Je pense plus à ce que je faisais avant. Et franchement, c'était facile. Mais justement, moi, c'est pas le côté regard en arrière qui est dur. C'est vraiment la vie de famille. C'est là où c'est pour ça que c'était une décision à deux, qu'il faut impliquer, qu'il faut parler, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Moi, j'ai 2 enfants. Ma femme, elle a un boulot. Elle bosse énormément. Et c'est comme elle qui doit gérer les sorties d'école, les déposer à l'école, les week-ends parce que je bosse. Donc sans ça, on peut pas faire ce qu'on fait. Donc c'est vraiment pas regarder en arrière, c'est vraiment surtout une question de gestion, de famille, une communication constante. Voilà, on a une chance énorme, c'est d'avoir des gens qui sont hyper impliqués dans le projet, qui sont heureux pour nous, qui nous aident à nous libérer du temps pour qu'on puisse justement développer. Et le but, c'est pas derrière, c'est devant, c'est de regarder le futur et justement, comme Brian s'est dit, c'est se donner plus de temps, construire pour que derrière, on puisse justement redonner ça à nos femmes, à nos enfants et construire là-dessus. Donc pas de rétro, c'est devant. Tout droit devant. Tout droit devant. Ouais. Oui, être bien accompagné, c'est pas seulement le comptable, c'est pas seulement le banquier, c'est aussi la famille. Hein. Comment ça s'était passé pour toi? À l'époque, t'étais pas marié? Non, j'étais pas encore marié, mais c'était déjà annoncé. J'ai demandé tout simplement si ça posait problème. Si le fait que je sois moins disponible le week-end, ça serait un frein. Il y a eu des questions, on m'a dit essaye, j'ai essayé et aujourd'hui ça va. C'est pas tous les jours facile, etc. Mais j'ai du soutien. Oui, parce que tu l'as pas dit, mais du coup t'es quand même papa de 1 enfant et demi. Ouais, 1 enfant et demi, il y en a une qui arrive en août, donc ça fera 2 à la fin de l'année. Et voilà, on essaie de trouver un juste milieu sur la disponibilité de chacun. Pour l'instant, ça convient à ma femme et je l'en remercie. Puis voilà, ça va évoluer en bien de toute façon, donc tout va bien. Je suis encore marié. Et comment vous voyez évoluer après? Est-ce que vous voyez faire ça toute votre vie? Est-ce que vous avez envie après d'autres projets? Comment vous voyez un peu les choses? Step by step, hein. On a déjà allé vite, au bout d'1 an, ouvrir une deuxième entreprise. Déjà, c'est de construire sur ce qu'on a créé là, c'est de développer. Le plus compliqué aujourd'hui dans le milieu, c'est le staff, c'est les équipes, donc de maintenir une équipe qui nous permet, nous, de continuer à développer, mais surtout aussi à avoir une vie de famille, hein, puisque c'est grâce aussi à nos employés qu'on se libère du temps. Et le but, c'est déjà de développer nos deux boîtes. C'est consolider tout ça. Mais voilà. Forcément, on a plein de projets avec Thomas, mais il faut du temps pour les réaliser, il faut de l'argent pour les réaliser. Et oui, on espère que plus tard, qu'on a fait les fondations qu'on a commencé à lancer, nous permettent sereinement de lancer d'autres projets. C'est un rêve, honnêtement, monter une société, créer des business plans et lancer des projets, c'est le plus amusant. C'est hyper grisant, ça pousse la créativité, c'est génial en fait. Mais derrière le fait de consolider et d'entretenir en fait l'entreprise, là c'est là où est le plus gros du travail, hein. C'est 98% du boulot. Donc oui, on a des projets, mais pour l'instant on développe. Et est-ce que vous croyez que vous vous seriez lancé si vous n'aviez pas été tous les deux? Nope. Zéro chance. Non, c'est sûr. Tout ça, je l'aurais pas fait. C'était le rêve enterré, moi. Ouais. Oui, c'est marrant parce que toi, c'était vraiment un rêve d'enfant. Toi, c'était pas le cas. Et finalement, c'est toi qui as impulsé ça. Et tu as répondu. Ça a fait écho entre... je savais qu'il allait avoir une oreille qui allait m'écouter. Ouais. On passait tellement de temps déjà devant nos barbecues à juste parler bouffe et viande et une recette, etc. Donc, quand je suis arrivé, je savais que voilà, ça allait pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Alors, moi, j'avais une question. Mais d'un boucher. Il est bouché, c'est vrai qu'il est bouché. Pardon? Elle m'a surprise, celle-là. Pourtant, il l'a dit tous les jours, 15 fois par jour. Oui, mais moi, j'entends pas. Je suis pas là tous les jours. Toi aussi, t'es bouché? Non, pas encore. Qui sait? Apparemment. C'est une voix qui a l'air épanouissante. Je vais peut-être y songer. Non, en tout cas, il y a du taf. Ouais, mais je peux pas entamer une reconversion tous les 2 ans. Encore que, quoique. Non, j'avais une question. Tu parlais, toi, Audrey, tu disais que c'était un peu la reconversion... cliché entre guillemets. J'aime pas cliché parce que ça fait un peu négatif, mais c'est la reconversion, on va dire. Quand on parle de reconversion, on pense toujours à ça. C'est un peu l'exemple qu'on donne, voilà, parce que c'est effectivement le virage à 360 degrés, donc c'est souvent l'exemple qui est pris.
Non, et puis c'est un peu à contre-courant. En ce moment, la viande n'a pas forcément la bonne cote. On est sur un produit qui fait parler et pas forcément bien avec toute la partie industrielle de l'élevage, Oui. etc. La souffrance animale, les associations comme L214 qui tous les jours en fait envoient un message qui est très négatif et souvent à raison sur la filière viande. Par contre, il y a des professionnels qui travaillent bien. Parler, ouais, avec une éthique. Après, parler d'abattage sans souffrance, bon, c'est toujours un petit peu touchy parce que au final, il y a un abattage malgré tout, que la bête a pas forcément demandé ça malgré tout. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une tradition qui est internationale et qui ne mourra pas demain ni après-demain. Et autant faire les choses du mieux qu'on puisse, en limitant la souffrance, en limitant les abus, en limitant l'industrialisation des produits carnés, et voilà, de faire les choses au mieux en fait. Ouais, en tout cas, vous proposez qu'on consomme différemment, et ça c'est chouette. J'avais aussi une question justement sur cette reconversion. Donc, il n'y a pas eu une forme de déception, de lassitude? Par exemple, il y a beaucoup de gens qui idéalisent par exemple les métiers de la restauration en disant j'adore cuisiner, je me lancer dans la restauration, et puis quand tu y es, en fait, et tu te rends compte que tu as des horaires, grand écart. Vous n'avez pas eu ça, vous? J'ai pas l'impression, mais... Je dirais que non. Il y a des jours plus durs que d'autres. Ouais, puis tu sais, le côté du commerce, et bonjour ma petite dame, avec ceci, qu'est-ce que je vous mets Ça, c'était juste difficile pour quelqu'un comme moi qui au départ pas hyper sociable, mais au final, on apprend et on se crée un rôle, et puis aujourd'hui, ça me fait marrer. Et t'aimes ça en plus. Bah ouais. Donc, Ouais, c'est de l'acting, c'est une forme de théâtre en fait. C'est une scène, la boucherie, il y a une forme de théâtralisation. Notre bio, c'est aussi la première table avant de se mettre à table. Donc en fait, on échange autour d'un pré-buffet, pré-banquet, pré-repas. On sait que derrière il y a 8 personnes qui vont se régaler. En fait, c'est la première partie de la fête. Avant Noël, on vend des rôtis et derrière on sait que les gens vont festoyer autour de ça, quoi. Bah oui, que les gens, notre clientèle, les jambons vont se régaler, et c'est un... On a entendu, Yann, on a entendu. Non, on a déposé la marque pour le coup. Le Club Jambon, c'est une marque déposée, c'est de chez nous. Voilà. Pardon. C'est souvent dur de s'en remettre de la blague. Espèce de latence post-blague. Qu'est-ce que ça vous apporte de plus, ce job, que vos précédents jobs dans les grandes entreprises? Du plaisir. C'est du plaisir au quotidien. On fait quelque chose de concret, on voit des gens, on travaille des produits qu'on aime, on s'est quand même créé une belle famille. Donc franchement, c'est la banane. On rigole bien. Hein. Mordre la vie à pleines dents. Voilà. Et puis en plus, on a des remises sur la viande. Ah, ça, c'est fou. Non, mais c'est que du plaisir. On fait enfin un métier qui nous épanouit à 100%. De plus en plus, on trouve l'équilibre sur tous les points. Je pense que le professionnel, c'est un des points. La famille, c'est un autre point. Les amis, c'est un autre point. Notre développement personnel, c'en est un autre encore. Voilà, je crois au Japon, c'est l'ikigai. Voilà, nous, on essaie d'équilibrer tout ça. Et autrefois, on l'était pas sur le point professionnel. On n'était pas épanoui et on serait peut-être resté pendant des années et des années et des années et des années dans un métier qui nous épanouit pas. Mais c'est ce côté entrepreneurial qui nous permet on apprend tous les jours. C'est-à-dire que sur plein de sujets différents sur lesquels on s'était jamais pensé auparavant. Donc il y a le boulot au quotidien, mais après il y a le côté administratif qui est moins rigolo, mais qui est nécessaire. Au final, t'apprends. On a de la chance aussi de faire partie du réseau Entreprendre du Val-de-Marne. Et là, on a des gens comme nous qui ont monté une boîte, 10 boîtes, qui passent par les mêmes problèmes qu'on peut avoir. Et ça nous permet d'avoir des échanges, de découvrir plein de sujets différents. Et non, c'est hyper épanouissant en fait. Et si c'était à refaire? À nouveau, pas tout seul, mais on y serait allé. Sans réfléchir. Ouais. Non, mais c'est génial, on regrette pas du tout notre choix. Ouais, on kiffe, c'est génial, honnêtement. En tout cas, à moins de 40 ans d'avoir trouvé cet alignement, bravo. Merci le Covid, merci le confinement, merci les reconversions, passage à vide Covid. Ouais, mais elles n'ont pas été justement tout aussi réussies. Je me souviens d'avoir lu justement des témoignages de gens qui s'étaient lancés un peu précipitamment et qui n'avaient pas aimé le côté répétitif du métier.
En fait, il y a aussi un alignement des planètes, dans le sens où si on était resté et qu'on n'avait pas monté notre boîte aussi rapidement, peut-être qu'on serait plus vite lassé de notre rôle de simple boucher entre guillemets. Nous, on a eu une évolution qui était crescendo. Aujourd'hui, on a plein de nouvelles tâches, comme disait Thomas, aussi bien sur l'administratif, sur les RH, sur tout un tas de points. On fait de la com, on fait tout quoi. On fait du sourcing de légumes, on fait du sourcing pas que de viande, hein. Forcément, les conserves qu'on a, on est en direct producteur. En fait, notre valeur du direct producteur, il est sur de A à Z. Hein. Donc tous les produits qu'on a à la boucherie, on va les chercher, on va les dégoter. C'est des rencontres tous les jours, aussi bien auprès de la clientèle que des fournisseurs. Non, là aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est impossible qu'on se lasse du métier. On a trop de... On n'a pas le temps. On n'a pas le temps en fait. Le peu de récurrences qu'on a, elles sont limite confortables parce qu'on se dit enfin je me pose, je fais un truc que je connais bien, mais sinon le reste du temps c'est que de la nouveauté. Mais est-ce que vous avez des remises sur les légumes ? Oui, j'ai la petite sœur. Non, mais on mettra les adresses et tout, bien sûr. Et puis, quand tu parlais de mise en scène aussi, ce que forcément, là, les gens peuvent pas savoir, c'est qu'il y a aussi ce côté, la boucherie, qui a pas une scénographie, mais qui est quand même faite de manière très particulière pour qu'on vous voit préparer les produits, un peu comme les cuisines où on voit les cuisine ouverte. C'est une boucherie ouverte. Voilà, et c'est ça, et ça joue aussi sur ce côté, ce que vous disiez, mise en scène. Au final, ça, on l'a pas inventé, c'est plus un retour en arrière. Les boucheries autrefois, c'était un bio en plein milieu et puis on demandait au boucher en anglais, il allait dans la chambre froide le chercher, il n'y avait pas tellement de vitrines en fait, on n'était pas équipé de vitrines de linéaires, donc c'était comme ça avant. C'est le style anglo-saxon qui revient au goût du jour avec des vitrines qui sont à la verticale plutôt qu'à l'horizontale et il y a une belle présentation un peu comme dans une bijouterie parce que à nouveau la matière viande elle est belle quand elle est bien mise en scène. Et donc oui, nous notre rôle, il est aussi d'esthète, en fait, sur un rôle d'esthétisme, où on va faire de la belle boucherie et de la bonne boucherie. Voilà. Et c'est là où vos expériences précédentes vous ont servi aussi, j'imagine. Un peu, sur tout le côté display. De toute façon, quand on rentre dans une boucherie, on mange avec les yeux avant de vraiment se mettre à table. Donc non, c'est hyper important. Et encore une fois, on a de la chance de travailler avec des super beaux produits. Donc autant les mettre en avant. Pour finir, si vous aviez un conseil, une ressource à partager. On l'a répété pas mal de fois, mais allez-y pas tout seul. En gros, une reconversion, c'est un acte de courage. On est toujours plus courageux à deux, voire à 3, voire à 4. Il faut entre guillemets des frères d'armes ou sœurs d'armes, bien sûr. Même quand il y a un moment de doute, quand il y a un moment où c'est compliqué, où on n'est pas sûr, il y a l'autre qui vient soutenir, etc. Se lancer à plusieurs, c'est toujours plus facile qu'y aller tout seul. Donc trouvez des gens dans la même situation que vous. Essayez de pas vous lancer seul, clairement. Et hyper important, c'est la communication, surtout avec la famille. C'est un choix qu'on fait pas tout seul. C'est un choix si on est en couple, qui doit être fait en couple parce que ça va impacter tout le monde. Donc communication, c'est la clé. Toujours en parler, même quand il y a des choses qui sont difficiles. Toujours pouvoir se sentir assez à l'aise avec son partner in crime pour pouvoir en parler, discuter. Parce que si on encaisse tout et que derrière il n'y a pas de discours, il y a une rupture à un moment qui risque d'éclater. Donc non, communication, mettre la famille vient avant tout, donc respecter ça et voilà, on n'est jamais tout seul. Donc faire confiance à son plus un et ne jamais avoir peur de parler de ce qui va pas. C'est hyper important parce que c'est notre premier support. Moi, je sais que sans ma femme, ça aurait été impossible de me lancer. Merci Mao. Eh ben, merci beaucoup. Une belle conclusion. Une belle conclusion, ouais. Merci beaucoup à tous les deux. À Mao. Ouais. Et à Marie. Et à Marie, à nos femmes. Ouais. Il fait un cœur avec les mains, vous l'avez pas vu. Merci en tout cas à tous les deux pour ce partage. C'est top d'entendre des histoires comme ça aussi. Ouais, de dire que c'est possible. Merci les garçons. Ouais, merci les garçons. Pour et donc, vive les jambons, c'est ça ? Oui, nous on travaille que avec des jambons, pour des jambons. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment autant que nous. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser une note positive et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et parlez-en autour de vous. Et si vous souhaitez partager votre histoire de reconversion, écrivez-nous. Merci pour votre écoute. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.